Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de nous retrouver dans la salle du conseil municipal. Je vous rappelle que depuis le 24 mai 2020, c'est la première fois où on siège dans cette salle, parce qu'on a désormais le droit, bien évidemment, tout en gardant le masque, qui est toujours obligatoire. Donc, je suis ravie de vous accueillir dans cette salle du conseil. Donc les règles sont bien évidemment toujours les mêmes. Vous demandez la parole avant que je vous donne la parole. Et vous appuyez sur le bouton qui s'appelle micro devant vous pour celles et ceux qui siègent pour la première fois dans cette salle. Et quand vous avez terminé de parler, vous l'arrêtez, ce qui permettra à d'autres ensuite de reprendre la parole. Donc, je vais démarrer par l'appel. Catherine Bayard, je suis là. Frédéric Bréjard. Présent. Edith Bagard. Gérald Bardot. Présent. Catherine Laurin est absente, elle a donné pouvoir à François Franier. Virginie Génaud va arriver. Jonathan Villers. Colette Mansuy. Jacques Lamblin. Marie Véroux. Joël Dissangros. Christian Flavenot. Michel Bosch. Benoît Talot. Pierre-Jean Courbet est absent, il a donné pouvoir à Alexandra Hugo Cambou. Claude Bailly. Catherine Duchesne. Stéphane de Cugissi est absent, il a donné pouvoir à Gérald Bardot. Valérie Didier. Caroline Thomas. Ludovic Chaumet. Laurie Chochot-Duplessis absente, elle a donné pouvoir à Colette Mansuy. Alexandra Hugo Cambou. Geoffrey Mérez-Volo. Nolan Bartel. Pascal Huillier devrait arriver, a priori. Anne-Marie Di Marino, elle est excusée, elle a donné pouvoir à Barbara Bertozzi qui devrait arriver. Barbara Bertozzi devrait arriver. Étienne Maire. Thibaut Valois est absent, il a donné pouvoir à Monsieur Maire. Laetitia Saucé est absente, elle a donné un pouvoir à Monsieur L'Huillier. Et Christelle Viveau est absente. Merci. Alors, Virginie Génaud est en train d'arriver. Concernant les communications des décisions prises par le maire conformément à l'article L 2122-22 du CGCT, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Okay. Donc, on va élire le secrétaire de séance. Comme c'est la première séance dans le conseil municipal, je souhaite que ce soit je propose Marie Virou comme secrétaire de séance. On va changer, c'est notre plus ancienne. Marie, est-ce que vous êtes d'accord d'assurer la secrétaire de séance? Alors, qui est contre l'élection de Marie Virou? Qui s'abstient? Marie, vous êtes notre secrétaire de séance pour ce premier conseil dans la salle du conseil. Approbation du compte-rendu de la séance du conseil du jeudi 9 septembre. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques concernant ce compte-rendu qui vous a été envoyé? Non. Donc, le point suivant, c'est les finances. Donc, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes que je dois donc vous communiquer. Et on fera un duo avec Jacques Lamblin parce qu'en fait, c'est l'ancien maire et le nouveau maire qui sont impactés par ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc, la Cour des comptes a donné délégation à la Chambre régionale des comptes pour contrôler les établissements publics comme les collectivités, mais également, par exemple, les chambres d'agriculture. Il s'agit d'un contrôle de régularité des opérations faites par les comptables publics. Il s'agit de vérifier que les comptes soient réguliers et aussi que le comptable public a bien exercé toutes les opérations de contrôle. Cette mission vise à garantir le respect par les collectivités des contraintes pesant sur leur budget. Traditionnellement, ce contrôle s'effectue toujours en fin de mandat pour des exercices complets. Donc, l'analyse a été faite donc, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Pour ma part, j'ai été auditée par les commissaires au compte le 25 janvier 2021 et Jacques Lamblin l'a été le lendemain, le 26 janvier 2021.
Le rapport rappelle que fin 2019, la commune dispose d'un budget consolidé de 24 100 000 euros. En recettes réelles de fonctionnement, il y a 249 agents pour la ville de Lunéville et que Lunéville est la ville-centre de la communauté de communes du territoire Abaca. Lunéville, il est spécifié dans le rapport que Lunéville a gardé la compétence eau avec un renouvellement en 2020 de 10 ans, amenant une économie substantielle pour les usagers. Il relevait également que la commune souhaite garder ses compétences après 2026. Il sera donc nécessaire que l'on travaille avec la CCTLB et que la CCTLB délibère dans ce sens. Bien évidemment, en matière de compétences, vous savez que je veux absolument garder toutes les compétences et donc on va travailler avec la CCTLB pour que les communes, entre autres la commune de Lunéville, gardent la compétence eau. La CRC note que la politique RH de lutte contre l'absentéisme, qui est de 7,8% et en forte baisse, est en dessous de la moyenne nationale pour les collectivités de la même strate. Et également que la loi du 6 août 2019 est respectée concernant l'application des 1607 heures. C'est quelque chose d'important parce que ce n'était pas le cas et ça a nécessité un gros travail en 2019 pour l'application des 1607 heures. Il préconise de sécuriser les dossiers RH à l'aide d'un outil informatique, ce à quoi on va s'employer dans les mois et les années à venir. 3 rappels au droit sont nécessaires rapidement. Donc, c'est la concordance de l'inventaire comptable avec celui de la trésorerie. Alors, pour faire simple, la ville de Lunéville a un inventaire et la trésorerie municipale a un autre inventaire et normalement, ils doivent être conformes et égales. Seulement, il y a un écart important de l'ordre de 12 millions, mais on s'est vite aperçu en commençant à regarder que, par exemple, les collèges, qui sont une compétence départementale depuis un certain nombre d'années, ne sont plus, bien évidemment, dans l'inventaire de la ville de Lunéville, pour la ville de Lunéville, mais ne sont pas pour la trésorerie dans l'inventaire de la ville de Lunéville. Donc, c'est des écarts comme ça qui sont à regarder, à travailler, mais il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers à terme. Le deuxième point qui est demandé en rappel au droit, c'est de mettre en œuvre les modalités de versement des compléments indemnitaires annuels conformément au décret du 20 mai 2014. Le CIA est versé tous les mois. Je rappelle que CIA, c'est complément indemnitaire annuel. Donc en fait, il y a une prime aux agents qui est versée tous les mois qui s'appelle annuelle. Donc en fait, la CRC nous demande de la transformer en IFSE, ce qui est l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. C'est pareil, c'est pas très important, hein, c'est juste un problème d'intitulé. Enfin, c'est surtout là le plus important, il nous demande de mettre fin à la prime de fin d'année en l'absence de délibération instaurant son versement antérieur à la loi du 26 janvier 1984. Là, je voudrais insister sur ce rappel à la loi. En fait, il existe une prime annuelle pour les agents de la ville de Lunéville et du CCAS de 1 156 euros. Cette prime est versée en 2 fois, une partie de l'ordre de 400 euros au mois de mai et une partie de l'ordre de 800 euros au mois de novembre. Et ce, depuis au moins 1984. Seulement avant 1984 et jusqu'en 1991, cette prime était versée par le CGOS. Et bien évidemment, à l'époque, la ville reversait la différence en subvention au CGOS. Ce qui veut dire que, administrativement, pour la ville, elle n'était pas versée avant 1984. Donc, la Cour des comptes nous demande très simplement de la supprimer. Parce que bien évidemment, j'ai écrit, parce que vous avez eu qu'on peut répondre, si vous avez lu le dossier, on peut répondre à la Cour des comptes que je m'y refusais, mais le rapport n'a pas tenu compte de ma réponse et donc m'oblige à l'annuler. Donc, avec la direction générale et directeur, on a eu un CT il y a une semaine maintenant, il y a 10 jours, et bien évidemment, je leur en ai parlé,
je leur ai dit qu'on allait trouver un système, parce que pour ma part, il était hors de question de supprimer cette prime et donc d'imputer de 1156 euros le pouvoir d'achat des agents de la ville de Lunéville et du CCAS. Entre-temps, on a reçu la nouvelle trésorière, avec laquelle, bien évidemment, on a discuté du rapport, et elle a été très claire. Si on n'avance pas avec les organisations syndicales sur ce dossier, elle est en mesure de bloquer la paye de novembre. Donc, elle a bien compris qu'on allait avancer sur le sujet. D'ailleurs, on a avancé. Ça fait plusieurs fois qu'on reçoit avec les directeurs les organisations syndicales, et on aurait fait une proposition. En fait, il y avait 3 solutions. Donc, la première, c'était supprimer purement et simplement la prime. Donc ça, je vous ai dit que je ne voulais pas. La deuxième, c'est de mensualiser la prime. Donc en fait, les 1156 euros, on les divise par 12 et on les verse tous les mois. Et la deuxième solution, c'est ce qu'on a trouvé. On peut également verser une fois 800 euros d'un coup, parce que ça, c'est possible et c'est légal. Et le reste, on le répartit au prorata des mois. En sachant que je leur ai indiqué que ces 1156 euros, pour faire des comptes justes, je la passerai à 1200 euros. Donc, ce qui faisait, si c'est mensualisé, ça fait 100 euros par mois. Moi, je leur ai donné un avantage aussi, c'est que désormais, de par cette régularisation, cette prime rentrera dans leur cotisation retraite. C'est un petit avantage, mais c'est un avantage quand même. Donc, et ça, c'est tout un travail qui a été fait pour nous aider à trouver des solutions par le service des ressources humaines à qui on a demandé toutes les pistes qui étaient envisageables. Donc aujourd'hui, 2 pistes sont envisagées. Une mensualisation pure et simple, ou une partie de 800 euros qui est versée toujours en novembre, et les 400 euros qui seraient proratisés, ce qui ferait 33,33 euros par mois. Les organisations, on a 2 organisations syndicales. Donc, ils sont en train de réfléchir, de consulter les agents, et ils nous donneront une réponse d'ici quelques jours. Moi, que ce soit clair, l'objectif, c'est qu'ils ne perdent pas de pouvoir d'achat. De toute façon, pour la collectivité, ça ne change rien, que ce soit payé en 2 fois, en 1 fois, plus en 12 fois, ça ne change strictement rien. Moi, ce que je leur ai assuré, c'était que cette prime s'est maintenue, à eux de choisir à la majorité la modalité de paiement. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que ça, c'est important de bien comprendre que il y a eu un gros travail de fait avec les ressources humaines, avec la direction générale et avec les organisations syndicales pour trouver quelque chose de constructif et de pas pénalisant pour les agents, ce à quoi je tenais. Et je tiens à dire que les conversations ont été tout à fait correctes, et ils ont bien compris qu'on était devant le fait accompli et que de toute façon, on n'avait pas le choix, et que les relations avec les organisations syndicales et les agents en général sont fructueux et constructifs. Là, c'était un point. Ensuite, ce qui a été relevé également, c'est que le règlement intérieur n'était plus à jour, mais ça tombait bien, on l'avait déjà anticipé, parce que vous le verrez tout à l'heure, je vais vous présenter le règlement intérieur des agents, pas du conseil municipal, des agents dans les futures délibérations. Donc là, le problème sera réglé. Donc globalement, à l'issue de ce conseil municipal et avant le 30 octobre, toutes les remarques seront levées, sauf l'inventaire qui est en train de se faire et qui va mettre un petit peu plus de temps. Voilà, concernant la suite et le bilan 2015-2019, je vais donner la parole à Jacques Lamblin, et ensuite je reprendrai
après la parole. Merci, Madame le maire. Est-ce que je peux enlever mon masque pour m'exprimer et mettre après? Oui, on va dire ça. C'est quand même plus pratique pour tout le monde. Voilà. Eh bien, ce document de la Chambre, ce rapport de la Chambre régionale des comptes est, messieurs, un document extrêmement important parce que c'est un document qui est établi par des magistrats, un document qui est neutre et objectif. Donc c'est un document sur lequel on peut s'appuyer pour avoir une idée précise de la situation de notre ville sur le plan de la façon dont elle est gérée. Madame le maire, vous en avez parlé en détail. Et puis sur le plan de sa situation financière et également un certain nombre de remarques ont été faites par la Chambre régionale des comptes, tel ou tel j'y attache évidemment une certaine importance puisque j'ai été l'ordonnateur pendant et vous avez été ordonnatrice pour la partie juste après. Et évidemment, c'est très lié, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce bilan qui est donné, il n'est pas imputable au seul maire, mais à l'équipe municipale qui avait en responsabilité la gestion de la ville de Ville et la conduite des projets qui ont été menés à bien à la ville de Ville pendant certes la période indiquée, mais aussi pendant la période précédente, puisque ça fait à peu près une douzaine d'années. En 2019, ça faisait presque 12 ans qu'on était à la manœuvre. Alors, il y a un premier aspect qui est développé sur le plan de situation financière. Le premier aspect qui est développé dans ce rapport, je ne veux pas faire une exégèse détaillée des éléments, et je vous invite directement à vous rendre sur la page 34 du rapport, pas la pagination de notre document à nous, mais la page 34 sur 58. Vous voyez en bas à droite des pages, vous avez la pagination. Alors cette page 34 sur 58, il y a le chapitre 4.8, conclusion sur la situation financière de la ville. Je crois que ça va nous faire gagner un temps précieux, hein, parce que l'essentiel est dit dans cette conclusion. La situation financière de la commune apparaît saine. Apparaît saine. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les produits et charges de fonctionnement du budget principal sont stables. Les charges sont inférieures à celles des communes de même strate, malgré des dépenses de subvention élevées, principalement liées au soutien apporté au théâtre ainsi qu'au département pour l'entretien du château. Le niveau de CAF brut de la commune, CAF c'est la capacité d'autofinancement, capacité d'investissement en clair, lui permet de faire face à ses engagements financiers malgré un encours de dette qui augmente. La collectivité a pu accroître son effort d'investissement durant la période. La Chambre l'invite à une attention particulière sur la gestion de sa dette, compte tenu de l'important cycle d'investissement lié aux opérations de requalification urbaine mises en œuvre. Ça, c'est le reste déjà plus. Mais c'est ces éléments-là qui me semblaient importants. La situation saine, on a réalisé des investissements, il y a une dette que l'on est capable d'honorer. Une fois qu'on sait ça, on sait l'essentiel. Alors après, si vous le permettez, je voudrais quand même développer une analyse qui est celle de l'ancien ordonnateur quant à le bilan qu'on peut faire de tout ça. Dès le départ, dès le moment où nous avons eu la responsabilité de la gestion de la commune, nous avons voulu travailler de façon à développer l'attractivité de notre commune, de notre ville, l'attractivité pour les gens qui pourraient venir de l'extérieur,
mais aussi l'attractivité et, au-delà de l'attractivité, le bien-être de ceux qui vivent dans la commune. Donc cette notion d'attractivité bien-être a été l'élément moteur de notre travail. Et avec un impératif, il ne fallait pas augmenter les impôts. Pour des raisons de pouvoir d'achat évidentes, sans prendre au pouvoir d'achat, mais aussi parce que à ce moment-là, Lunéville était la ville de Meurthe, la commune de Meurthe-et-Moselle sur 594 qui payait l'impôt foncier dont le taux était le plus élevé du département. Le plus élevé du département. Donc, avec une telle situation, la raison commandait qu'on reste là et que nous, en tout cas, on n'augmenterait pas les impôts. Ce qui a été fait, ça a même été diminué un tout petit peu une fois, et on est parti là pour continuer sur ces mêmes principes. Ensuite, donc ces règles étant établies, nous sommes, je pense pouvoir dire que le résultat a été au rendez-vous en matière d'investissement pour aller dans la direction que nous souhaitions. Et à la fin, comme vous l'avez expliqué, Madame le maire, à la fin du document, il y a une lettre en réponse qui a été émise par Madame le maire et également un courrier de ma part qui a été émis et qui figure dans le rapport où, on avait la possibilité de nous exprimer et c'est joint obligatoirement dans le rapport. Alors, sur le plan des investissements, je vais simplement lire encore une fois quelques phrases de la lettre que j'ai envoyée. Ça me permettra de ne pas me tromper. C'est sur la page 56 de l'alias et c'est la page 54 sur 58 du rapport. Donc, les chiffres sont les suivants. Le 31/12/2007, la dette de la commune s'élevait à 17 millions et demi. Les intérêts à payer s'élevaient à 850 000 euros. Ça, c'était le 31/12/2007. Le 31/12/2019, la dette de la commune s'élevait à 25 millions. Donc, on passe de 17 millions et demi à 25 millions, c'est-à-dire il y a 7 millions et demi de dettes supplémentaires. Les intérêts à payer à l'époque, alors en 2007, étaient de 846 000 et en 2019, alors que la dette est de 25 millions, donc plus élevée, les intérêts à payer sont de 450 000, c'est-à-dire à peine plus de la moitié de ce qu'ils étaient 10 ans avant. Donc on a augmenté la dette en diminuant de moitié les intérêts. C'est moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes. De plus, le montant des investissements réalisés entre 2008 et 2019 s'élève à 67 millions d'euros. Réalisés et payés. Donc, 67 millions d'euros d'investissements payés, réalisés et payés. Et face à ça, augmentation de la dette, 7 millions et demi. Il faut bien que, certes, on est endetté, mais on ne s'est pas endetté pour faire la fête. On a dépensé pour l'intérêt des Lunévillois, pour l'amélioration de la ville, 67 millions. Donc, pouvoir afficher une augmentation de dette inférieure à 8 millions d'euros ayant permis de réaliser 67 millions d'investissements, tout en diminuant les intérêts de moitié, est une satisfaction pour notre équipe. Pour le maire, bien sûr, mais pour toute l'équipe qui était autour de lui et qui a voté ses budgets. Voilà les éléments sur lesquels je voulais insister. J'ajoute, pour en terminer, que dans ce rapport, est souligné, vous l'avez déjà dit, monsieur, madame le maire, je le répète, la façon intéressante pour nos concitoyens dont a été géré le dossier de l'eau.
sur le plan financier, puisque diminuer même les tarifs, mais en plus sur le plan de l'état du réseau d'eau. C'est un réseau qui est d'une qualité, je veux dire, exceptionnelle, il faut le dire, puisqu'il a un rendement de 94% sur les 90 km de réseau. 94% de rendement, ça veut dire qu'il y a des fuites, mais on perd seulement 6% de l'eau. Je vous le dis, je ne citerai pas le nom de la commune parce que je suis un bon camarade, mais il y a une commune pas trop loin d'ici, d'une taille un peu inférieure à la nôtre. Vous savez c'est combien le rendement? C'est 50%. La moitié de l'eau qui est produite, elle part la moitié. Et on considère que à 80%, on est déjà très bien. On est à 94%. Et j'ajoute que l'usine des eaux, qui nous appartient, est tout. Voilà. Deuxième élément, il est souligné dans le rapport que nous avons été très vigilants en ce qui concerne l'aide aux associations, plus que la moyenne. Certes, dans ce que j'ai lu tout à l'heure, on parle du château, enfin, du département pour le château, et puis du théâtre. Il n'y a pas que ça. Il est aussi signalé dans le rapport que nous versons aux associations dans leur ensemble beaucoup plus que la moyenne des villes équivalentes. Et je pense que si nous avons un résultat comme celui-là, comme celui qui est constaté, eh bien, c'est en grande partie parce que nous nous sommes appuyés sur l'énergie, sur le bénévolat associatif pour développer nombre d'activités à Lunéville et à un coût nettement moindre qu'il aurait été si nous avions créé des services idoines pour rendre la même prestation. Et d'ailleurs, on en a la preuve, puisque nous avons, je crois, sur le plan des prestations rendues à nos concitoyens, un niveau qu'on peut qualifier de bon, voire très bon, alors que notre dépense en personnel est seulement de 50% du budget de fonctionnement. Alors que les villes comme la nôtre, la moyenne, c'est 59%. C'est-à-dire que les villes comme Lunéville, 15-20 000 habitants, 59% des dépenses, c'est le personnel. Ici, c'est 50%. Et pourtant, ça ne va pas plus mal ici qu'ailleurs, bien au contraire. Et j'arrête pour la considération suivante. Bien au contraire, pourquoi? Parce que, je le dis, nous avons, je le dis et le répète, nous avons, je crois, un personnel de très très grande qualité, très motivé, très présent, qui assure dans les cas de figure, on le voit en ce moment avec les ordures ménagères en particulier, mais voilà, d'une façon générale, et ils assurent très très bien, malgré le fait qu'ils soient plutôt moins nombreux qu'ils ne le sont dans d'autres pays. Et je tiens à les remercier de leur engagement, dont on voit la qualité, puisque, en plus, l'absentéisme est inférieur à la moyenne nationale, et les rapports humains ont toujours été excellents entre les représentants syndicaux, les représentants du personnel et la municipalité, de même qu'ils sont, je crois pouvoir le dire, de bonne qualité avec l'actuelle municipalité. Voilà en gros la situation telle qu'elle est, non pas telle que je la souhaiterais, mais telle que l'a décrit la Chambre régionale des comptes, dont je répète que ceux qui ont rédigé le rapport sont des magistrats, neutres et objectifs. Voilà, Madame le maire, j'ai pas résisté, j'aurais aimé être plus court, mais je n'en ai pas eu le temps. Merci, Jacques. Si tu peux juste... moi, je voudrais insister sur deux points. C'est la taxe foncière, bien évidemment, qui a été stabilisée, voire baissée. Je tiens à dire que ça, on s'y est engagé à continuer dans ce sens-là et on met tout en œuvre pour continuer, parce qu'il y a eu des augmentations successives en 96 et 97 qui nous pénalisent encore aujourd'hui. Donc ça, il faut vraiment, c'est un gros travail sur lequel on va continuer, bien évidemment.
que les charges de gestion sont maîtrisées. Elles ont augmenté de 1,2% de 2015 à 2019, et ça, c'était également une vraie performance, et ce qui va nous aider à dérouler notre action tout au long du mandat. Je veux aussi rajouter, parce que ça, c'est important, la CRC a également noté que toutes les charges du SDIS sont actuellement portées par la commune de Lunéville, alors que depuis la loi Notré du 7 août 2015, ce transfert peut être fait aux EPCI. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a un travail qui se fait, il y a déjà eu des articles dans la presse d'ailleurs, et que le SDIS de la ville de Lunéville rend aussi service aux communes avoisinantes. Comme je ne savais plus si je te tutoyais ou vous voyez, comme toi Jacques, bien évidemment, je tiens à remercier le personnel parce que comme tu l'as dit, il y a vraiment une équipe compétente à la ville de Lunéville, motivée. Moi, je suis enchantée de travailler avec toutes les équipes. Et ça, monsieur le directeur général des services, vous pourrez les remercier, je pense, de la part de Jacques Lamblin et de la mienne, parce que voilà, c'est un vrai plaisir de travailler avec l'ensemble des équipes. Pour ma part, je tiens à remercier Jacques Lamblin, bien évidemment, et toute l'équipe précédente, car la politique qui a été menée pendant 12 ans nous a déjà permis d'investir sur ce mandat actuel 5 millions en 2020, 5 millions en 2021, et on va continuer à dérouler sur le même trend jusqu'en 2026. Grâce à la gestion rigoureuse qui a été menée et tout le travail qui a été fait. Quand on démarre avec de bonnes bases et une situation financière correcte, des bonnes équipes, eh bien, c'est un plaisir de continuer à dérouler tout notre programme et tout ce qu'on va faire pendant ce mandat. Et bien évidemment, comme nous nous sommes engagés, nous allons continuer à maîtriser les charges pour maîtriser au mieux les impôts, qui sont, comme on l'a dit à plusieurs reprises, un vrai sujet. Donc, merci bien évidemment à l'ancienne équipe dont je faisais partie pour tout le travail qui a été fait, qui va nous permettre de continuer dans les meilleures conditions qui sont. Alors, bien évidemment, Jacques Lamblin et moi, on est à votre disposition si vous avez des remarques ou des questions, en sachant que c'est une délibération qui ne se vote pas, vu que le conseil municipal prendra acte à l'issue du débat. Alors, il y a Gérald Bardot qui a levé la main. Alors, tu connais le système, tu prends la parole. Je te donne la parole. Merci, Madame le maire. Je dois dire que bon, j'ai lu et j'ai apprécié la conclusion qui a été faite par la Cour des comptes. C'est une belle conclusion, proprement dite. Ça situe quand même le travail qui a été effectué. Et pour avoir exercé 2 mandats avec Jacques Lamblin et maintenant avec avec Catherine Paillard, j'ai été enchanté de tout ce qui a été fait. On a parlé des investissements, c'est vrai. C'est nécessaire. C'est des choses qui n'ont pas toujours été faites. Effectivement, ils s'en sont quand même rendus compte. Et puis, je voudrais dire aussi que si vous ne les avez pas lus, il faut lire la lettre de Jacques Lamblin, la réponse de Madame Catherine Paillard. Parce que c'est intéressant, il y a des notions complètes. Il faut le lire. Alors, ensuite, je dois dire, comme je l'ai dit à la commission des finances, à cette remarque-là, c'est qu'au comité technique, l'ensemble, que ce soit pour ça ou les feuilles suivantes, l'ensemble, même des syndicats, les deux syndicats, tout le monde a voté, je l'ai dit, Frédéric, à l'unanimité. Il faut dire aussi que Catherine Paillard, Madame le maire, a fait aussi des efforts dans un sens et qu'ils l'ont apprécié. C'était difficile de voter contre les avantages qu'on leur donnait. Mais ça veut dire aussi que bon, le reste correspondait bien. Donc ça, c'était à noter. Voilà. Je voulais juste faire cette remarque qui était importante et que c'était pour moi un plaisir. Merci, Gérald. Alors, Pascal Villiers, vous avez levé la main, donc je vous donnerai la parole. Allez-y. Évidemment, je vais être beaucoup moins élogieux que Gérald, parce que
Genre, quoi qu'il en advienne, notre ville a perdu quand même, depuis 10 ans, sacré nombre d'habitants. Et ça, c'est pas le fait du hasard, hein. C'est aussi parce qu'on manque d'emploi, parce que la précarité s'est installée, parce que malgré tout, le pouvoir d'achat, il n'est pas très élevé, parce que les commerces aujourd'hui quittent Lunéville. Non, mais parce qu'aujourd'hui, bon nombre de commerces quittent Lunéville, parce que derrière, il y a pas un emploi suffisamment étoffé, il n'y a pas l'offre d'emploi suffisamment étoffée par rapport à la métropole ou par rapport à d'autres villes de la même densité. Donc du coup, effectivement, les choix que vous avez faits, c'est les choix qui vous appartiennent. Et je pense qu'il y aurait eu d'autres choix à faire. Des choix beaucoup plus écologiques, des choix beaucoup plus sur l'emploi, sur l'emploi vert, par exemple, développer en matière de d'énergie verte. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein. Il y a énorme. On est en retard. On est en retard. Lunéville est en retard par rapport au développement sur les énergies vertes. Et les communes avoisinantes ont tous fait. Bon, on va me dire, nous, on n'a pas beaucoup d'agriculteurs, ça va être compliqué de faire de la méthanisation. Mais on aurait pu se pencher vers effectivement, regarder, parce il y a des zones où on pourrait éventuellement, j'ai des idées, on en a dans l'opposition, sur du photovoltaïque, par exemple, où là, on n'installe rien, on n'est pas, on est, voilà, il y a tout un panel dans l'emploi qui serait à développer. Il y a aussi dans l'activité. Je trouve qu'à un moment donné, même si effectivement on était victime de la crise, comme tout le monde, de la crise du Covid, où là, effectivement, les activités, que ce soit culturelles ou d'organisation, on va dire, festive, devenaient compliquées. Effectivement, ça devenait compliqué, mais quand même, on ne peut pas dire que on soit une ville qui soit attractive au niveau non plus du, du tourisme. On manque crucialement, en essayant d'organiser, on manque crucialement d'hébergement de moyenne qualité. On en a effectivement quelques-uns de très bonne qualité, mais de moyenne qualité. On en manque crucialement parce que quand on organise sportivement ou même commercialement quelque chose, on n'a pas une réponse en face. C'est tout des idées qu'on pourrait éventuellement, si on pouvait en discuter, y compris avec les gens de l'opposition comme nous, effectivement, dans les idées, moi, je serais d'accord pour les mettre sur la table et qu'on puisse en discuter. Aujourd'hui, il y a une espèce d'autosatisfaction qui me semble pas logique, compte tenu du manque d'habitants à Lunéville et du manque. Moi, je suis allé au Resto du Cœur, c'est extrêmement personnel, mais les Restos du Cœur, on a servi des repas au Resto du Cœur. Je ne suis pas allé bénévolement. Je suis allé voir un peu comment ça se passait. On a servi des Restos du Cœur à mes potes de chez Trello. C'est des gens qui travaillaient. Je trouve ça complètement aberrant qu'on ne puisse pas répondre à la demande, qu'on ne puisse pas aider ces gens-là différemment que par le biais du Resto du Cœur. Il y a peut-être des jardins partagés, il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Voilà, merci. Bien. Je vais. C'est moi qui mène le débat, monsieur. On va répondre globalement, comme d'habitude. Donc, je vais donner la parole à monsieur le maire. Alors, on va rappeler les règles. Monsieur Lhuillier, vous fermez votre micro. Pardon. Voilà, et comme ça, monsieur le maire peut allumer le sien. Voilà. D'accord, bonsoir à tous. Oui, moi aussi, je Non, vais, mais n'approchez pas ton micro, ça sert à je vais probablement être plus critique. Moi non plus, je ne me satisfais pas forcément du bilan. Alors, j'ai bien compris, c'est un exercice comptable. On vous entend absolument pas. Laissez le micro où il est et restez à votre place tranquillement. Vous voulez que je parle plus fort? Non, parlez normalement, mais reculez le micro. Reculez le micro. Voilà. Ouais. Bon. Oui, je vais être plus critique.
dans la même lignée que Pascal Lhuillier. Bon, déjà, j'apprécie toujours les explications de gestionnaires qui nous disent que le travail bénévole coûte moins cher que le travail des agents des collectivités. Effectivement, je pense que tout le monde en conviendra. Techniquement, c'est une solution assez favorable pour avoir des finances avec des charges peu élevées. Ça, c'est assez simple, mais c'est pas forcément satisfaisant. Ensuite, moi, je prendrais 4 exemples, juste pour dire, c'est un document comptable. Peut-être les experts comptables de la Chambre régionale des comptes sont satisfaits de la gestion de la ville. Ça dit juste que c'est bien géré d'un point de vue comptable. Ça ne dit pas que les choix de gestion, c'est-à-dire les aspects politiques, les choix qui sont faits, comme le disait Pascal Lhuillier, que les choix qui sont faits sont pertinents. Il n'y a rien sur le sujet, mais quand même, je ne voudrais pas laisser penser aux habitants de Lunéville que, parce que la Chambre régionale des comptes dit que c'est bien géré, Lunéville, que les choix qui sont faits par votre équipe depuis des années sont les meilleurs. Moi, je pense pas. Les exemples que je prendrai sont les suivants. Le premier, c'est l'éclairage public. Je vous ai déjà posé la question et j'y reviendrai probablement. Vu les finances dont on dispose, pour moi, on pourrait prendre la décision de rénover l'intégralité du parc d'éclairage public de la ville en une fois, sur une année ou deux, si c'est une histoire d'exercice budgétaire. Certaines villes du pays du Lunévillois le font, viennent de prendre cette décision. Certains l'ont fait bien avant. C'est le genre de travaux qui est rentabilisé en quelques années. Ça dépend des choix qui sont faits et du point de départ. J'ai 2 exemples ici. Un localement, une ville voisine, un village voisin, qui va faire passer ses factures de plus de 11 000 € à moins de 1 000 €. Il va diviser par 10 le montant de la facture annuelle pour l'éclairage public. L'éclairage public, ouais. L'autre exemple que j'ai, c'est, pour le coup, c'est pas un exemple local, c'est un exemple que j'ai trouvé à l'Association française de l'éclairage, qui promeut ce genre de trucs, qui s'occupe d'éclairage public. C'est la ville de Douai, dans le Nord. Il change 217 points lumineux. Ça permet de faire baisser la facture de 37 000 €, de 85%. En quelques années, ces opérations sont amorties. Plus tôt on le fait, plus tôt on gagne de l'argent pour libérer pour autre chose. Si vous avez une autre version, il faudra nous l'expliquer, mais là vous le faites par tranche, par petits bouts. Plus tôt on le fait, plus tôt on libère de l'argent pour d'autres projets. Voilà. Donc si on n'avait pas les moyens de le faire, je comprendrais qu'on y aille par étapes. Vu qu'on a les moyens de le faire, je ne vois pas de raison de ne pas prioriser ça pour dégager de l'argent dans les années qui suivent. Ça, c'est un choix de gestion qui ne me semble pas le plus éclairé. Deuxième exemple que je prendrais, c'est la rénovation des bâtiments publics. J'ai déjà eu l'occasion de dire que la stratégie que je constate depuis que je suis au conseil municipal est critiquable, c'est-à-dire de remplacer des trucs par touche au lieu de faire de la rénovation globale bâtiment par bâtiment en les priorisant. On sait, et c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, c'est étudié depuis des années, on sait que la stratégie la plus pertinente de rénovation du bâtiment, c'est celle-là, c'est de prioriser et de faire des rénovations globales bâtiment par bâtiment. C'est pas ce que vous faites. Je vous ai envoyé en juillet, je crois, des infos sur le plan qui s'appelle 1000 écoles, qui a trait, qui concerne les communes cœur de ville. C'est un financement, j'ai retrouvé les chiffres là, le document de présentation. C'est un dispositif qui permet d'avoir quasiment 100% de toutes les études en amont pour la rénovation des bâtiments scolaires. Quasiment 100% de pris en charge par la Banque des territoires et même un bout des études opérationnelles. Alors, vous avez déjà eu l'occasion de nous dire que globalement, il y a eu de la rénovation dans tous les bâtiments scolaires de la ville et que aucun n'est une passoire thermique. Mais moi, je ne me contente pas d'un niveau
moyen, alors qu'on pourrait faire la rénovation de ces bâtiments-là qui sont quand même énergivores, qu'on le veuille ou non, surtout quand on a des aides de ce niveau-là, quoi. Le troisième exemple que je prendrai, et j'en ai déjà parlé aussi, c'est celui des fruits et légumes. Il se trouve que depuis ces derniers jours, si j'ai bien compris, il y a une partie des espaces verts qui sont remodelés l'hiver arrivant. On a vu cette saison pas mal d'espaces verts où il y avait des légumes comestibles qui étaient plantés au milieu d'espèces ornementales. À mon sens, on pourrait utiliser la force de frappe qu'on a avec le service espace vert et le patrimoine immobilier de la ville, où on a des espaces de production potentiels pour produire une partie. Enfin, moi, j'irais même plus loin, mais on pourrait commencer par une partie de ce qui est utilisé par le service de la restauration municipale. Et le quatrième exemple, c'est vous nous dites souvent que les projets de travaux publics dans la ville, c'est un investissement qui permet de créer de l'emploi. C'est un argument, c'est factuel. Effectivement, les gens qui travaillent pendant 1 an ou 2 ans à refaire une place sont payés pour ça. C'est des emplois locaux, voilà. C'est juste que pour moi, on peut faire, enfin, c'est pas que pour moi, c'est pour ces montants-là, pour ces sommes-là en jeu, on peut imaginer faire d'autres choix d'investissement qui sont plus favorables en termes d'emploi. On sait que les carrières, les sablières, ça fait partie des placements, enfin des investissements les plus rentables, des activités économiques les plus rentables. Il y a beaucoup d'équipements et très peu de gens qui travaillent dedans. Si on a la capacité financière, c'est des investissements intéressants, mais il y a peu d'emplois. Les travaux publics, c'est un peu la même chose. Au final, vu les montants, il y a peu d'emplois par rapport aux sommes déployées. Il y a des secteurs où il y a davantage d'emplois pour les mêmes sommes. Donc, moi, je ne me contenterai pas de cette version-là. Enfin, voilà, je tiens à dire que si les choix comptables ne sont pas discutés par la Chambre régionale des comptes, nous pensons qu'on pourrait faire mieux avec l'argent public des l'INEVI. Bien. Alors, Jacques Lemblin avait demandé la parole avant, ensuite Jonathan Villers, ensuite Ludovic Chon. Je ne vais pas répondre point par point, mais simplement sur un ou deux éléments. Pascal, par rapport à la population, la baisse de la population. Oui, elle a baissé, et comme dans quasiment toutes les villes moyennes au milieu d'un territoire rural, Saint-Dié, ils sont passés de 23 ou 24 000 habitants à 21 000 dans la même période. Oui, c'est comme ça. Et Baccarat était à 5 500 à peu près, ils sont à 4 500. Donc, ils ont perdu presque 20% de leur population. Et pourtant, il y a de l'activité économique à Baccarat. Il y a la salerie. Donc, il y a des événements qui ne peuvent pas être maîtrisés exclusivement par des décisions qui reviennent aux élus. J'ajoute que, et je ne conteste pas qu'il y ait une diminution, si tu regardes bien, dans les écoles, ça a beaucoup baissé. Beaucoup. Je pense que Mme Bertolzine a pu le constater elle aussi. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de familles. Et pourquoi il y a moins de familles? Parce que la ville de Lunéville, beaucoup hésitaient à venir s'y installer à cause de la fiscalité. À cause de la fiscalité. Et ça, s'il y a une décision qui a coûté très très cher sur le plan de l'arrivée de la population, c'est celle-là, 3 mois. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a bloqué. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien en ce moment, parce qu'il y a le contexte aussi, le contexte avec la Covid et tout ça, eh bien en ce moment, quand une maison individuelle est à vendre, ou un appartement est à vendre, la maison, elle est vendue dans la semaine. Actuellement, c'est pas tout le temps comme ça, mais je veux dire que c'est parce que la ville semble quand même attractive. En effet, quand on bloque les impôts pendant 12 ans, alors qu'on était les plus mauvais il y a 12 ans,
Il y en a pas mal qui nous ont dépassés depuis. Et maintenant, on réintègre le peloton. On est dans le peloton. On est loin d'être en tête. Hein. Enfin, loin d'être du bon côté. Mais on est dans le peloton. Voilà. Alors, deuxièmement, dernier point, autre élément, quand tu parles d'attractivité, c'est pas attractif. Moi, je pense que c'est pas bien que les habitants de notre ville dénigrent la ville. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un a priori. Parce que, non, je ne dis pas que tu l'as fait méchamment. C'est moi qui donne la parole. Pascal, je ne dis pas que tu l'as fait méchamment. C'est pas ça. Je dis qu'on n'a pas un jugement quand on est dedans. On est toujours un peu sévère pour ce qu'on est. Quand on se regarde, on s'inquiète. Et quand on se compare, on se rassure. Hein. Moi, je tiens à te le dire. Parce que regarde bien ce qui se passe ailleurs. Moi, je peux te dire, j'ai travaillé, à mes débuts, j'ai travaillé en Moselle, dans des villes qui étaient industrieuses, les activités économiques. J'y rêvais aujourd'hui, parce que je connais bien le coin. Hein. C'est d'ailleurs des mairies nationales, des trois quarts du temps. Ben là, attention, hein, c'est pas vraiment. J'ai mon temps à être à l'une. Hein, moi, voilà. Bon. Alors, voilà, il n'y a pas d'autosatisfaction de notre part, c'est pas nous qui le disons, c'est la Chambre régionale des comptes. Hein. Bon, c'est tout. Je tenais à te répondre gentiment, hein, parce que je connais bien, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur l'analyse. Non, Jonathan. Merci Madame la maire. Je voulais juste rebondir sur la rénovation des écoles et apporter quand même la connaissance de l'ensemble des membres du Conseil, c'est que pour pouvoir rénover, et tous les travaux qui sont faits dans les écoles, en fait, ont une fenêtre de tir qui est très courte. On ne peut intervenir que pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire 6 semaines au mieux en été, parce qu'il faut le temps de préparer le chantier et le temps de le rendre pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions, et c'est 3 fois 2 semaines sur les vacances de Toussaint, de printemps et de Pâques. Hein, les créneaux sont quand même très courts. Donc, je suis à votre disposition pour qu'on discute comment vous rénovez une école complète sur cette période-là. Et on aura l'occasion, si vous voulez, d'en reparler en commission des affaires scolaires. Merci. Ludovic Choumet. Merci. Merci, Madame le maire. Alors moi, je vais faire l'autosatisfaction parce que, honnêtement, on a été élu en 2014 avec un projet et un programme. 1, ne pas augmenter les impôts, c'est ce qu'on a fait. 2, d'investir dans la vie, c'est ce qu'on a fait. Et ce rapport nous montre qu'on a investi sans augmenter les impôts et en gérant correctement les finances de la ville. Alors je pense qu'on peut féliciter la majorité actuelle et l'ancienne majorité et féliciter aussi et surtout le personnel. Actuellement, on est en train de parler d'un rapport sur un bilan et vous nous faites des propositions écologiques, tout ça, qui n'a rien à voir. On parle d'un rapport, d'un bilan financier. C'est la Cour des comptes qui fait un rapport financier. Merci Ludovic. Donc je pense que tout le monde s'est exprimé. Il n'y a plus d'autres remarques. Donc moi je vais revenir sur 2-3 points. Je reviens sur le nombre d'habitants. J'insiste par rapport à ce que Jacques Lamblin a dit. Effectivement, Lunéville a perdu des habitants, comme tout le Grand Est aujourd'hui. D'ailleurs, c'est Thibaut Valois qui l'a dit en séminaire de la communauté de communes il y a 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois, le temps passe vite, dans son rôle de directeur du pôle, du multipôle, qui a indiqué que toutes les villes de l'Est de la France baissaient, que l'Est de la France, le Grand Est de l'Est de la France a baissé en population, sauf un peu l'Alsace. Donc ça, c'est un vrai souci de l'Est de la France que on a déjà parlé d'ailleurs en conseil municipal, où effectivement, il faut un moment que les Lorrains, comme les autres, les Champagne-Ardenne, etc., soient plutôt fiers d'être dans le Grand Est, et parce qu'on n'a pas à rougir de tout ce qu'on a, de tout ce qui est fait dans le Grand Est de la France, et entre autres particulièrement à Lunéville. Et c'est ainsi, en étant tous fiers et tous, j'aime bien le mot ambassadeur de notre ville, qu'on attirera de nouvelles populations. Effectivement, pour rencontrer aujourd'hui les agences immobilières, les notaires, un des soucis qui est en train de diminuer un petit peu tous les ans, c'est la taxe foncière. Je rappelle juste, je n'ai pas voulu insister tout à l'heure, mais comme vous cherchez, il y a eu une augmentation
de 17,98% en 96 et à nouveau de 15,47% en 97. Et là, et il y en a eu encore en 2006 et 2005. Donc, juste comme ça, et là, c'est un vrai frein pour des futurs propriétaires d'investir à Lunéville. Donc, nous, ce que l'équipe a fait sur les 2 mandats précédents, c'est d'arriver à baisser un tout petit peu, c'était mieux qu'augmenter beaucoup. Et ce sur quoi nous, on s'est engagé, c'est de continuer dans ce sens-là. Ensuite, je pense que vous mélangez un peu tout. Je ne vais pas me dédouaner, mais l'emploi, l'activité économique, ce n'est pas de la compétence de la commune, c'est de la compétence de la communauté de communes. Donc, effectivement, on est tous responsables de l'emploi, etc. Mais ce n'est pas une compétence de la commune. D'ailleurs, pas une fois dans le rapport, c'est abordé. Ensuite, vous dites qu'il n'y a rien à Lunéville, que ce n'est pas festif, vous parlez de tourisme, etc. Pareil, le tourisme, c'est de la compétence. D'ailleurs, on a le vice-président qui a 2 sièges de vote. C'est de la compétence du PETR, ce n'est pas de la compétence de la ville. Et pour ce qui est des organisations, des manifestations, je pense que sincèrement, là, vu les conditions, ça fait 1 an et demi, on a tenté le coup sur une scène en selle. En août 2020, je vous rappelle quand même, on a été élu en mai et que c'est une période de Covid, etc. Et depuis le 21 août, tous les week-ends, il y a eu quelque chose à Lunéville. Tous les week-ends, il y a quelque chose à Lunéville. Ensuite, sur l'éclairage, je pense que là, il faut vraiment que vous relisiez le dossier et le contrat, monsieur le maire, parce que vous ne maîtrisez pas du tout le dossier et je pense que je le maîtrise un peu parce que j'étais adjointe aux travaux et c'est sous l'ancienne précédent mandat qu'on a renégocié le contrat. Il y a un Cité Lune qui a le marché aujourd'hui, un objectif de baisser de 40% la consommation sur les 9 ans de leur dossier, de leur contrat. Qui en voie d'être réussi. Donc, investir d'un coup en une fois, enfin vous comparez, je ne sais pas quelle commune, mais qui n'a certainement pas beaucoup de points lumineux, parce que 230 sites, on en fait plus tous les ans à Lunéville que 236. D'accord? Donc tout, à la fin du contrat, et il y a des rapports qui passent, il y en a déjà eu un présenté depuis que vous êtes élu, ils sont dans leur objectif. Et aujourd'hui, avec le coût de l'électricité qui augmente, on ne paye pas plus à Lunéville d'électricité d'éclairage public en 2021 qu'on payait en 2015. Ça veut dire qu'on a bien fait des économies quelque part, des économies de par l'éclairage LED, de par tout ce qui est mis en place. Ensuite, vous parlez d'études, oui, effectivement, vous parlez d'études et puis ensuite de travaux. Parce qu'une étude est financée à 100%, d'ailleurs on utilise toutes les stratégies et on n'a pas, vous nous envoyez tout, c'est parfait, mais je vous rappelle qu'on a un service technique plutôt performant, où on a tous les éléments que vous faites parvenir régulièrement. Et ce n'est pas parce qu'une étude est financée à 100% qu'on a les moyens de réaliser des travaux derrière. Donc faire financer des études pour ne pas avoir les moyens de financer des travaux, je ne vois pas l'intérêt de faire des études sur des études. Concernant les bâtiments, ça fait des années qu'on travaille avec Enedis. Voilà. Enfin, en plus, vous avez quand même dit, et ça, moi, c'est ce qui m'a particulièrement choqué dans votre exposé, que les emplois dans le bâtiment ne sont pas très importants. Moi, je suis quand même particulièrement choquée par rapport à ça. Et je vous rappelle quand même, il y a une phrase qui date de certains nombres d'années, mais qui dit bien que quand le bâtiment va, tout va. Et chaque fois, et quelle que soit l'orientation politique d'un gouvernement, chaque fois qu'il y a un plan de relance, quelle que soit l'orientation politique d'un gouvernement, chaque fois qu'il y a un plan de relance, il relance d'abord les collectivités parce qu'elles savent très très bien qu'elles vont financer des travaux qui vont tout de suite dynamiser l'emploi local. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on ne va pas voter parce que c'est juste une prise d'acte, mais je pense que c'était important de refaire ce point. Donc la délibération suivante, c'est toujours moi qui vais la présenter. C'est page 62 du document, pour celles et ceux qui n'ont pas mis de post-it. Donc, il s'agit des ressources humaines, donc toujours dans le dialogue avec nos organisations syndicales et le CT. J'ai proposé
le paiement d'une partie du compte épargne-temps. Donc c'est toujours, je pense que c'est important que les agents aient un pouvoir d'achat le plus que l'on peut. Et donc j'ai proposé, comme l'année dernière, que l'on puisse rémunérer le compte épargne-temps. Donc dans la limite, bien évidemment, il y a une limite de 10 jours maxi à partir du moment où ils ont un solde de congé supérieur à 15 jours. Ils peuvent l'utiliser sous forme financière, mais également sous forme de points de retraite, c'est-à-dire en fait, ils mobilisent des points retraite pour leur retraite. Donc c'est un... Par contre, on le remettra en cause tous les ans dans la mesure où on a la possibilité financière de le faire. Si une année, on n'a pas les possibilités financières de le faire, eh ben, on ne le fera pas une année, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Donc, je vous lis le projet de délibération. Le conseil municipal, après avis favorable à l'unanimité du comité technique du 29 septembre 2021, après avis de sa commission des finances, accepte la monétisation du compte épargne-temps dans les conditions susvisées, précise que la dépense est prévue au BP 2021, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, chacun. Une petite question de nature fiscale. Donc, l'indemnité, si elle est transformée en argent, selon l'attribution, est imposable. Et tu as dit aussi qu'on peut racheter des points de retraite additionnels. Dans ce cas-là, c'est possible la cotisation pour acheter des points. Alors, si, je sais pas, je veux dire, du revenu. Quoi? Du revenu des impôts? Quand on cotise pour avoir des points de retraite. C'est pas imposable là. S'il rachète des points retraite, voilà. C'est pas imposable, mais c'est pas déductible. C'est pas imposable. Par contre, si c'est payé sous forme de prime. Je voulais pas déductible. La dépense est déductible des revenus, c'est ce que je voulais dire. Pour acheter des points. Là, ils n'achètent pas. En fait, au lieu, il y a deux choix. Ou tu te fais financer les 10 jours en fonction de ton statut, de ta catégorie, ce sera 135 à 90 ou 75, ça c'est un choix. Ou tu, par ces montants-là, tu rachètes des points retraite. Et là, c'est imposable. Tu as des points retraite supplémentaires. Et la somme qui est consacrée à racheter ces points de retraite, elle n'est pas imposable. Bah non. Non. Bien d'accord. Oui, non. D'autres questions concernant la retraite et ces points? Non. Et le CET? Non. Alors, on va voter. Donc, qui est pour cette délibération? Qui est contre cette délibération? Non, c'est ça. Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie pour les agents et les voter à l'unanimité. Le deuxième point, le point suivant, je vais continuer, ça concerne toujours les ressources humaines. Donc, c'est le règlement intérieur. C'est page 63. J'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation du rapport de la Cour régionale des comptes. La Cour régionale des comptes nous demandait de faire une mise à jour, ce qui était déjà travaillé depuis un certain nombre d'années, vu que le règlement n'avait pas été revu depuis 2007. Donc, entre autres, on y a rajouté bien évidemment les 1607 heures, et puis il y a une plage variable qui avait été demandée par les agents qu'on a acceptés. Je crois qu'au lieu de démarrer à 13h30, ils peuvent commencer jusqu'à 14h. Voilà les changements qu'il y a eu par rapport à ce règlement intérieur pour les agents de la ville de Lunéville. Donc, je rappelle qu'il a été également adopté à l'unanimité lors du dernier CT. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce règlement intérieur? Non. On va le voter. Qui est contre l'adoption du règlement intérieur? J'ai pas lu la délibération. Mais... Le projet de délibération, donc le conseil municipal, après avis favorable à l'unanimité du comité technique du 29 septembre 2021, après avis de sa commission des finances, adopte le règlement intérieur du personnel de la ville de Lunéville et du CCAS, si annexé. Tout le monde a vu. Donc on recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est voté cette fois-ci à l'unanimité. Je vous remercie.
La suivante, ça concerne le domaine communal hein, et c'est François Franier qui va vous la présenter. Merci Madame le maire. Bonsoir tout le monde. Cette délibération concerne le bail passé entre la mairie et TDF en 1995 pour une durée de 30 ans. Cependant, compte tenu de l'évolution des technologies, à savoir le passage de la diffusion hertzienne à la diffusion numérique, développement du réseau de téléphonie mobile, cela a conduit les deux signataires du précédent bail à élaborer une nouvelle convention 6 juin. Le montant de cette redevance est de 15 000 €, dont 6 000 € provenant de deux opérateurs, Free et SFR. L'ancienne redevance était de 1 200 € par an, bien négocié. Les nouvelles technologies générant du bruit, c'est pourquoi TDF a déposé une demande préalable qui a été validée afin de construire un abri pour cacher ces bruits dérangeants. Je lis la projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de cette commission des finances, approuve les termes de la convention jointe en annexe avec la société TDF, l'autorisant à occuper la parcelle communale cadastrée section BO numéro 100, 6 chemin de Friscati, et de procéder à l'installation et l'exploitation des sites radioélectriques dans le but de fournir tout service de communication électronique. Autorise le maire à signer ladite convention et tout document relatif à cette affaire. Précise que la redevance annuelle sera imputée nature 70 323, fonction 816, chapitre 70, enveloppe 28 637. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur cette délibération? Donc, je tiens à préciser, comme François l'a dit, que bien évidemment, le local va être un peu confiné pour éviter le bruit et les nuisances et ça va pérenniser surtout l'installation, ce qui est quelque chose d'important. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Écoutez, elle est votée à l'unanimité. Domaine communal, François Franier, continue. Domaine communal, cession d'un terrain 6 lieux dits des Grandes Fossées à Lunéville. La ville de Lunéville est propriétaire d'un terrain agricole 6 lieux dits des Grandes Fossées, 54 300 Lunéville, cadastré ZA numéro 33 pour une superficie totale de 2 hectares, 3 arts et 64 centiares. En date du 6 avril 2021, les services de France Domaine ont donné un avis pour une valeur vénale de 3 700 €. Le terrain en Souchet est une ancienne peuplerée. La ville de Lunéville a fait exploiter les peupliers dont une grande partie se trouvait à terre, du fait que ces arbres étaient en mauvais état. Ce terrain n'a pas une grande valeur agronomique et la rivière jouxtant cette propriété communale a déplacé son lit en partie sur le terrain. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la vente du terrain 6 lieux dits des Grandes Fossées à Lunéville, cadastré section ZA numéro 33, profit de la SAFER Grand Est, dont le siège social est situé Maison des Agriculteurs, 2 rue Léon Patou, 51 664 Reims, société d'aménagement, alors la SAFER, société d'aménagement, foncier et public rural, au prix net vendeur de 4 000 €. La SAFER, se substituant à un acquéreur potentiel de biens acquis, conservera une destination forestière. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission des finances, autorise la vente du terrain 6 lieux dits des Grandes Fossées, 54 300 Lunéville, cadastré section ZA numéro 33 d'une contenance de 2 hectares, 3 arts 64 centiares au profit de la SAFER Grand Est, dont le siège social est situé Maison des Agriculteurs, 2 rue Léon Patou, 51 664 Reims, au prix net vendeur de 4 000 €. Fait le choix de mettre Brice Bonsponiak, notaire à Lunéville, pour représenter la commune de Lunéville, rédiger l'acte authentique ainsi que toute pièce y afférente. Autorise Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Vous avez derrière le plan cadastral situant ce terrain. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Donc on va voter. Qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Et voté à l'unanimité. Je vous remercie.
patrimoine, demande de subvention. François, continue. Remercie, madame le maire. Comme vous le savez tous, l'usure du temps a commencé à faire son œuvre sur l'église Saint-Jacques. Une première mise en sécurité a eu lieu qui portait essentiellement sur les éléments instables situés sur la façade de l'église. Une seconde mise en sécurité vient d'avoir lieu en mettant en œuvre une grue, un tailleur de pierre ainsi qu'une société spécialisée dans les cordons. Une troisième mise en sécurité est prévue mettant en œuvre un échafaudage car il apparaît que 2 angelots présentent des risques importants de chute. Nous sommes obligés de mettre en place ces éléments compte tenu du poids de ces statues. Le coût global de cette opération est de 61 547 €. L'objet de cette délibération est de solliciter la DRAC ainsi que la région Grand Est afin d'obtenir des subventions. Merci. Oui, les projets. Projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, autorise le maire à formuler 2 demandes de subvention pour financer cette opération d'urgence auprès de la DRAC Grand Est au taux de 40% et pour un montant de 24 582,84 € hors taxe, de la région Grand Est au taux de 20% et pour un montant de 12 291,42 € hors taxe. Sollicite l'autorisation de commencer les travaux avant l'octroi des subventions. Autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci François. Alors je voudrais quand même un peu compléter ce que vous vient de dire. Vous avez certainement vu que depuis maintenant presque un mois, on a été obligé de protéger le parvis de l'église parce que des pierres tombaient. Donc on a été bien évidemment obligé d'assurer la sécurité, c'est un minimum, donc des passants, mais aussi surtout de vérifier ce qui se passait sur l'église et autour de l'église. Donc des entreprises sont déjà intervenues à l'aide d'une nacelle, à l'aide d'une nacelle. Donc le plus gros des pierres qui risquaient de tomber a été enlevé grâce à la nacelle. Et là, d'ici quelques semaines, maintenant quelques jours, il va y avoir un petit échafaudage qui va être monté pour enlever les pierres les plus lourdes. Donc tout ça, ça nous coûte le montant qu'on vient d'évoquer. Ensuite, on va alors j'allais dire être dans l'obligation, oui, être dans l'obligation, mais on va le faire. On va travailler sur l'église Saint-Jacques, mais uniquement dans un premier temps, sur le clos et le couvert. On ne pourra pas faire d'autres travaux dans l'église, vu les travaux qui s'annoncent sur le clos et le couvert. Donc on va travailler, on va déjà démarrer en 2020, fin 2021. 2022 en général, vous n'êtes pas sans savoir que l'église est un monument historique classé, comme l'a rappelé François, et que là, il faut qu'on prenne un architecte homologué, particulier, habilité Bâtiments de France. Ensuite, ce sont des entreprises certifiées. Disons que là, on va démarrer, mais je ne peux pas certifier que les travaux réels démarreront en 2022. On mettra un peu au budget, mais là, c'est des contraintes qui nous échappent par rapport à toutes les réglementations d'intervention sur un bâtiment historique. L'idée, d'une manière ou d'une autre, c'est de consolider ce que je viens de dire, les extérieurs, le clos et le couvert, et qu'on ne sera pas en mesure d'intervenir sur l'intérieur de l'église dans un premier temps, chose qu'on aurait pu envisager peut-être il y a 6 mois. Je tiens à être précise parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à d'autres sujets, et là, on va vraiment faire, parce que c'est des montants dont on ne sait pas aujourd'hui, mais qui peuvent s'élever à largement plusieurs centaines de milliers d'euros, voire approchant le million, d'après les infos qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc bien évidemment, on ira chercher des subventions. D'ailleurs, on a vu l'architecte des bâtiments de France tout à l'heure. Il nous donne déjà quelques pistes. On va aller voir la région, on va aller voir peut-être du mécénat. Moi, j'en ai déjà parlé à Thibault Bazin, notre député, pour voir comment peut-être on peut aller chercher des mécènes privés également pour ce type de bâtiment, qui est quand même l'église Saint-Jacques, qui est l'autre bâtiment emblématique de la ville et qui est le seul, je rappelle, que l'on voit de toute la ville. Vous levez le nez, quel que soit l'endroit où on
circuler dans la ville et voir en arrivant, hein, qu'on arrive de Livy-Château, qu'on arrive d'avenue de Gerbet-Villers, ou qu'on arrive de Chanteux ou de l'autre côté de Jolivet ou d'Inville, on le voit partout. Donc, bien évidemment, c'est un sujet qu'on n'avait pas prévu, mais la vie est remplie de surprises et on va positiver parce que c'est l'occasion de continuer à rénover ce bâtiment. Mais je tiens à dire, on ne sera pas en mesure de faire pour le moment autre chose que l'extérieur. Voilà ce que je voulais vous dire. On a voté. Jacques, oui. Bon, juste une toute petite remarque. C'est sûr que ça va être long et cher. Mais il y a un élément, c'est qu'on a eu une aide dans l'opération Stéphane Bern. L'église Saint-Jacques avait été sélectionnée, ce qui situe le niveau de qualité de l'édifice et donc l'attention qu'on peut espérer obtenir vis-à-vis des travaux à engager pour la sécurité. Ah oui, mais on va faire appel à tout le monde, quoi, c'est clair. Donc on n'avait pas voté. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Marché public, service d'exploitation des installations d'éclairage public, on en parlait tout à l'heure. Je redonne la parole à François Frasset. Merci. Marché public, service d'exploitation des installations d'éclairage public. Modification du contrat numéro 6. Cette délibération concerne le changement de dénomination suite à une restructuration de Citylum SA en Citylum France. Nous sommes donc obligés de délibérer le contrat d'éclairage public ayant été signé avec Citylum SA. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission développement et aménagement de la ville, approuve la modification du contrat numéro 6 passé avec la société Citylum SA, transférant le marché portant sur conception, réalisation, exploitation, maintenance des installations d'éclairage public et sportif, des illuminations festives, de signalisation lumineuse tricolore et des mises en lumière de la ville de Lunéville au profit de Citylum France, 11-13 cours Valmy, 92 977, Paris La Défense Sénèque, à compter du 31 décembre 2021. Autorise le maire à signer la modification du contrat numéro 6, ainsi que tout document relatif à cette affaire. Merci François. Donc qui a des questions concernant ces délibérations? Pas. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. La prochaine concerne les affaires scolaires. Je vais passer la parole à Jonathan Auvillers. Après les contrats enfance et les contrats temps libre, le contrat enfance-jeunesse, ou CEJ, a été la démarche contractuelle majeure portée par les CAF depuis 2006. Il permet et a permis à la ville de Lunéville d'encourager le développement des services aux familles en matière de petite enfance, d'enfance et de jeunesse. Le contrat enfance-jeunesse de la ville de Lunéville doit arriver à échéance le 31 décembre 2021. Depuis le 16 janvier 2020, la CAF a officialisé la fin progressive des CEJ et leur remplacement par la convention territoriale globale. Il nous est proposé ce soir de dénoncer par anticipation notre contrat enfance-jeunesse pour basculer sur une convention territoriale globale. Le passage du CEJ à une CTG permet à la ville et aux associations bénéficiant de l'ancien CEJ de bénéficier d'un bonus financier estimé par les services de la CAF de 100 000 euros. On passerait de 75 000 euros de subvention de la CAF à une enveloppe de 175 600 et quelques euros. Ce sont des estimations qui nous ont été transmises de la part de la CAF. La différence entre le CEJ et une CTG est que l'enveloppe financière ne sera plus versée à la ville et redistribuée aux associations, mais que la CAF versera directement aux associations rentrant dans ce CTG, les subventions de celle-ci. Une autre des nouveautés, c'est qu'on va pouvoir inclure dans le dispositif du CTG certaines structures qui n'entraient pas dans le cadre du CEJ. La crèche, par exemple. La crèche était exclue de facto du CEJ et va pouvoir maintenant rentrer dans ce dispositif et bénéficier d'une subvention estimée par la CAF de 74 000 euros. L'élément qu'on peut rajouter aussi, c'est que même si les subventions de la CAF seront versées
directement aux associations, la ville de Lunéville s'engage à maintenir les subventions qui étaient versées à ces associations. Alors, pour mémoire, les associations qui bénéficieront de ce CDG sont la ZAL, Avenir, le CCAS, pour la halte garderie, la ludothèque, le RAM et la crèche, la ville de Lunéville, le centre des épis et la MJC Jacques Prévert. Le projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, émet un avis favorable et décide de dénoncer le contrat enfance-jeunesse avec la CAF, décide de lancer la procédure d'élaboration de la convention territoriale globale avec la CAF de Meurthe-et-Moselle, autorise Madame le maire à signer la convention territoriale globale, à venir ainsi que tout document relatif à sa mise en œuvre et au suivi annuel de la convention. Merci Jonathan. C'est important ce que Jonathan a expliqué parce que non seulement ça change de terme, mais comme il a expliqué, c'est 100 000 € de plus versés sur la ville de Lunéville à des associations ou des actions du CCAS, entre autres comme la crèche. Si on prend un exemple qui est le centre des épis, pour prendre quelque chose qui est différent de la commune, le bonus pour les épis va être de presque 35 000 €. Donc, c'est pas anodin par rapport à cette solution-là. Et la ville va continuer à verser les 80 000 €. Donc, ce qui veut dire que ça va permettre, si on prend toujours l'exemple des épis, d'avoir vraiment un souffle en plus. Et c'est directement la CAF qui nous a prévenu qu'il y avait ce nouveau dispositif et que c'était dommage de ne pas en bénéficier. Donc, le service, bien évidemment, des affaires scolaires a tout de suite fait le nécessaire et c'est ce que je vous propose. Alors, pourquoi on vote ça maintenant alors que l'année 2021 est pratiquement finie? Parce que la CAF nous a prévenu il y a moins d'un mois. Voilà. Oui, vas-y. Et en fait, si la convention se termine, elle est soldée l'année d'après. Donc, les subventions pour 2021, éligibles à 2021, ont été versées en 2022. Donc, en fait, en 2021, on va toucher déjà le gagne d'année. Voilà, merci Jonathan. Donc, qui est-ce qui a des questions sur cette délibération? On peut voter. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. La délibération suivante, c'est toujours Jonathan Villers, puisqu'elle concerne toujours les affaires scolaires. Par délibération en date du 8 avril 2021, donnant suite aux mesures envisagées par le DAZEN de Meurthe-et-Moselle, le conseil municipal a émis un avis favorable à la fusion des écoles maternelles Capitaine Nicolas et Germain Cherlier. Étant précisé que seule l'école Capitaine Nicolas, de par la surface de ses locaux, permet l'accueil de l'intégralité des élèves. Aussi, considérant que l'école maternelle Capitaine Nicolas répond à tous les besoins du service public de l'éducation et aux nécessités de son bon fonctionnement et au regard de l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 25 mai 2021, sollicité conformément à l'article 2121-30 du Code général des collectivités et à la circulaire interministérielle du 25 août 1995, il est proposé au conseil municipal de décider de la désaffectation des locaux actuels Germain Cherlier, situés 17 rue du Rempart à Lunéville. Projet de délibération, le conseil municipal, après avis de sa commission ASALP, décide la désaffection des anciens locaux scolaires Germain Cherlier, situés 17 rue du Rempart à Lunéville. Merci Jonathan. Alors, c'est une délibération qui est obligatoire suite à tout ce qui s'est passé concernant l'école. C'est une délibération qu'on a besoin pour travailler maintenant sur l'avenir. Et c'est pour ça qu'on souhaitait la présenter ce soir, parce qu'en fait, on a une proposition que j'ai acceptée oralement de l'AEIM, Jean Lotte, qui est en train de faire de gros travaux dans son établissement et qui a besoin pendant 2 ans d'un local sur Lunéville pour pouvoir accueillir les enfants. Et ils m'ont sollicité dans l'été, on a fait des visites,
et on s'est mis d'accord par téléphone avant-hier. Et ils vont être locataires donc, de l'école Germain Charrier pendant 2 ans, donc du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, pendant qu'ils réaliseront leurs travaux. Donc c'était important de garder d'avoir une proposition pour cet établissement à Lunéville. Déjà c'était bien parce que comme ça les enfants n'ont pas à changer trop de lieu, ce qui les confortait. C'est important pour l'avenir de la EIM de les aider au maximum dans le cadre de leurs travaux, de leur donner une solution. Et puis, la EIM est un établissement important, Jean-Lotte, pour Lunéville. Donc voilà, donc on a tout mis en œuvre pour qu'ils puissent disposer des locaux dès le 1er janvier 2022. Ils vont être amenés à faire quelques petits aménagements à leur charge pour pouvoir rentrer courant premier trimestre au sein donc, de l'école Germain Charrier pendant la durée de leur travail. Voilà. Donc on rend service à un établissement connu et reconnu par tous et c'est une manne financière bien évidemment également pour la ville, ce qui n'est pas anodin. Là, ce que je voulais compléter par rapport à la délibération. Alors, je vois les doigts qui se lèvent, donc je l'acclame. Je donne la parole. C'est tout simple, c'est les hasards de la vie. On a désaffecté les écoles, récemment, Germain Charrier, et un peu avant, les cerisiers. Et j'observe que les cerisiers sont recyclés, réutilisés pour installer un centre médical qui s'occupe de la santé d'enfants ou même handicapés, autistes. Donc, voilà pour l'école cerisier. Et puis là, la EIM, chacun le sait, accueille des enfants qui souffrent de handicap. Et là aussi, c'est intéressant de voir que cet établissement ex-scolaire est recyclé, entre guillemets, au bénéfice d'enfants handicapés. Voilà. Et ça consolide d'ailleurs la position de Lunéville au niveau de la prestation de service en direction de ce public-là, puisque sur ce plan-là, Lunéville, il y a pas mal de choses. Alors là, c'est juste temporaire, hein, contrairement aux cerisiers, hein, vu que voilà, c'est déjà bien. Et puis surtout, ça nous permet de prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir sur ce qu'on veut faire dans ce quartier, dans le quartier donc la rue des Remparts et de la place des Remparts. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions, Madame? Oui, lors de la fermeture de l'école Germain Charrier, nous avions manifesté notre mécontentement. Nous avions dit que fermer une école en centre-ville, c'était quand même une hérésie, d'autant que aujourd'hui, vous nous annoncez que les maisons se vendent comme des petits pains à Lunéville et peut-être qu'on aurait pu envisager un autre avenir pour cette école. Mais voilà, l'école est désaffectée. C'est la deuxième école qui est désaffectée à Lunéville. On imagine que c'est quand même moins d'entretien pour la municipalité. Et comme mon collègue le faisait remarquer tout à l'heure, il serait intéressant pour autant de s'attacher aux autres bâtiments et de les rénover de manière globale. Alors, M. Bonvillers nous faisait remarquer que ce n'était pas simple de rénover une école de manière globale. Le manque de temps qu'on avait avec en faisant seulement les vacances. Moi, je vois que la EIM a une idée qui est quand on fait des travaux dans notre bâtiment, on récupère un autre bâtiment pour y mettre des enfants. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, par exemple, ça, rénover, faire de la rénovation thermique globale importante sur d'autres écoles maternelles et déplacer les enfants pendant un temps sur ce bâtiment. C'était une possibilité. Après, on pouvait en imaginer d'autres. On est en plein centre-ville, donc à nos imaginations, en espérant que c'est la dernière école qui est désaffectée. Bon, on va pas refaire le débat. On était tous, de toute façon, pas forcément pour. Hein. Vous savez très bien qu'on s'est tous battus
Jonathan Villers, on l'avait même associé député, on est allé, enfin, on va pas refaire l'histoire, hein. Je rappelle juste ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous l'entendez dans certains endroits, vous l'entendez pas dans d'autres, qu'il n'y a pas que Lunéville qui est concerné par la perte de population. Enfin, malheureusement, c'est tout l'est de la France. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je ne vais pas le répéter. Concernant les travaux, je commence sérieusement à en avoir assez de vous insinuer systématiquement qu'il n'y a rien été fait précédemment sur les 2 mandats précédents. On a investi beaucoup plus dans les écoles et dans toute la ville d'ailleurs, puisqu'il avait été fait sur les 2 mandats d'avant. Donc, et là, on ne va pas ressortir les chiffres parce qu'on n'est pas là pour ça. Là, c'est plutôt, moi j'en profitais pour annoncer plutôt une nouvelle intéressante, et visiblement même ça ne vous émeut pas, madame. Donc, on n'a pas voté. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Vous vous abstenez? Vous votez contre? Alors, qui vote contre? Donc, le groupe de l'opposition. Voilà. Donc, qui s'abstient? Elle est votée à la majorité. On le fera. Ils le seront. Alors, non. Sport, je vais donner la parole à Gérald Debardeau. Non, tu ne lis pas tous les donneurs. Merci, Madame le maire. Donc là, ça concerne les dons pour Octobre Rose. Bon, ça va. Il y a encore 2 délibérations. On va écouter Gérald tranquillement, si vous voulez bien. Merci. La ville de Lunéville, en partenariat avec différentes associations et partenaires privés, a organisé ce dimanche 10 octobre une manifestation dans le cadre d'Octobre Rose. Je tiens à souligner l'aide apportée par Michel Bosch et Laetitia, secrétaire du service des sports, qui ont beaucoup œuvré pour avoir des sponsors. Et en plus sur leur présence sur le terrain toute la journée. Donc, merci à eux. Lors de cette journée, une course sur route appelée les Foulées Lunévilloises a eu lieu en centre-ville. Les coureurs participant à cette épreuve s'acquitteront d'un minimum de 5 € qui seront versés à l'intégralité à la Ligue contre le cancer. Contre cette participation, un t-shirt de la manifestation sera offert à chaque participant ainsi qu'un ravitaillement. Afin de couvrir l'ensemble des dépenses inhérentes à la bonne tenue de cette journée, nous pouvons compter sur de nombreux partenaires. Donc, je ne vais pas vous lister les partenaires. Sachez quand même que je les ai listés lors de mon discours de dimanche soir, enfin dimanche après-midi, pour les remercier parce qu'à un moment, dire qui fait quoi. Hein. Et en plus, on a besoin d'eux. Donc, il y en a qui donnent bien sûr pour des nourritures, des boissons, des fruits. Il y avait aussi une tombola avec des bons d'achat. Et voilà. Et ensuite, 28 dons ont été enregistrés. Vous en avez tout le listing. Hein, donc, je ne vais pas vous ennuyer. Alors que souvent, je termine en dernier au sport. Voilà, on va me mettre dans une autre. Hein. Donc, le total de ces dons représente la somme de 9 750 €. Ce qui nous a permis donc de paiement de tous les t-shirts, d'avoir aucun frais. Tout ce qui a été payé comme un droit d'inscription sera entièrement reversé à la Ligue contre le cancer. Tout. Donc ça, c'est une belle opération. Ce n'est pas la première année. Et puis sachez quand même que malgré les mesures un petit peu contraignantes du pass sanitaire et du certificat médical, alors qu'on a eu du mal à prévenir les gens, parce qu'on l'a su un peu de temps avant, pour les courses, d'accord, nécessaires, on a quand même obtenu, parce qu'il y en a qui ont dû partir, 1438 participants. Je pense que c'est aussi une belle réussite. Voilà. Alors, je lis le projet de délit. Donc, le conseil municipal, après avis de sa commission jeunesse et sport, autorise le maire à recevoir les dons suivants. On avait donc toute la liste.
précise que la recette sera affectée à l'enveloppe 24 335, nature 7 788, fonction 01. Merci Géralda. Moi, je voudrais en profiter également pour remercier Michel Bosch, hein, bien évidemment Laetitia Samit et tout le service des sports, également le service logistique, parce qu'ils ont aussi beaucoup participé, globalement tous les services de la ville. Je les remercie aussi. C'est une belle opération. Alors, on va remettre le chèque, je ne sais plus si c'est déjà programmé, mais d'ici quelques semaines, donc à l'association de lutte contre le cancer, Son président. comme tous les son président. Et Lunéville de tête est une des villes qui donne le plus par habitant par ce type de manifestation. Hein, c'est ce qu'il nous avait déjà indiqué il y a 2 ans. Et je pense que vu le résultat cette année, ça va être également ça, auquel va s'ajouter le solde du spectacle qui a été organisé également au réservoir il y a quelques temps. Voilà. Alors, je te donne la parole, alors, Michel. Oh, c'est bon. Merci, Madame la maire. Juste une précision que pour aller récupérer des partenaires financiers, c'est un tout petit peu plus dur, légèrement plus dur, parce qu'on sortait du Covid. Et donc, il venait seulement d'ouvrir les magasins. Donc, alors, les taxer de l'argent, c'est un peu dur. Mais vu la bonne cause, ils ont dit oui. Et à propos du spectacle, comme l'année dernière, on avait fait un spectacle humoriste, on n'a pas pu remettre l'argent, parce qu'on a la Covid, on ne pouvait pas. On a que le chèque, on l'a gardé, on le remet en même temps que le concert qu'on a fait là, et le basket club me remettra un chèque de 2500 €. Il y en a ajouté à celui-là. Ok, c'est parfait. Donc on fera ça d'ici quelques temps. En tout cas, merci à toutes et à tous. Donc le projet de délibération étant lu, on va le voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Elle est votée à l'unanimité. Donc sport toujours, hein, mais on se tue pas en dernier parce qu'on sait que les sportifs sont endurants, Gérald. Je te donne la parole. Mets ton micro. Ça fait quand même 13 ans que je demande Oui, de ne plus mettre, parce que quand il y a des fois pas mal de délibs, merci. Allez, tu as la parole. Merci, madame. Non, j'en rajoute pas du tout. Sport, donc subvention Utopia pour e-sport. Dans lequel je dois aussi souligner Nolan Bartel, qui est très impliqué, qui est un fédérateur, et Stéphane Decugis. Donc, ils sont sous le projet et c'était lancé. Donc, merci pour. Voilà. L'e-sport, contraction de l'anglais Electronic Sport, ressemble l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique, essentiellement le jeu vidéo. Que ce soit type de jeu ou la plateforme, ordinateur, tablette, console. La ville de Lunéville entend développer cette pratique et installer durablement dans le temps. Plusieurs temps forts sont programmés en 2021, notamment 4 week-ends de jeux pour me remettre à tout un chacun de s'adonner à sa passion et de découvrir l'univers des jeux compétitifs. Exemple, jeux de stratégie, en temps réel, jeux de sport, de course, de combat, etc. D'autres temps forts continueront bien sûr à être proposés en 2022 pour les jeunes, les familles, les seniors. Pour animer ces week-ends, la ville de Lunéville a fait appel à plusieurs partenaires, notamment l'association Lana France, c'est elle qui gère pour le sport. Il y a même le matériel et tout ça. Orange, mais aussi l'association lunévilloise Utopia. Alors, Utopia, c'est la particularité, c'est que les gens ne seront pas toujours devant une console, ils vont faire des jeux de société, des jeux familiaux, ils apportent ça depuis 2-3 ans et ça fonctionne. Donc ils font partie, ils ont aussi des jeux un peu vidéo, mais leur particularité, c'est surtout des jeux de société. Tiens à lire. Afin de soutenir l'association Utopia et de couvrir leurs frais de participation à cette opération, la commission propose d'allouer une aide de 400 €. Le projet de délibération. Le conseil municipal, après avis de sa commission Jeunesse et Sport, décide d'attribuer 400 € à Utopia, précise que les crédits nécessaires figurent au BP 2021, nature 6574, référence engagement Chorus CP21 X00 20 70 1,
et que le versement de cette subvention est conditionné à la présence de l'association sur les 4 week-ends. Merci. Merci Gérald. Je tiens à rajouter qu'il y a une manifestation le week-end qui arrive, donc toujours à Charlebert. Je cherchais, toujours à Charlebert, samedi et dimanche. Effectivement, ta cité Nolan, c'est bien. Et je tiens à ajouter que Stéphane Decugis, donc conseiller délégué au sport, a été chercher des partenariats privés. C'est assez innovant pour le dire. Donc l'ANA, certes, mais également Orange, et puis également une entreprise de transport qui transporte gratuitement le matériel nécessaire à l'organisation de cette manifestation. Et ça, je trouve que c'est assez innovant pour le citer. Et c'est pour ça que je voulais vraiment le dire. Donc, tu avais lu le projet de délibération. Donc, on va le voter. Qui est contre ce projet de délibération? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous demande juste encore 2 secondes, si vous voulez bien, parce que le conseil est fini. Mais en raison des jours fériés, il y a des modifications de calendrier pour le conseil de novembre. Donc, je voudrais, le 11 novembre étant un jeudi, deuxième jeudi du mois, où on va s'éviter le conseil municipal le 11 novembre au soir. Donc, je l'ai avancé au 10 novembre, donc la veille, à 20h30. On reprend l'horaire habituel. Donc, 20h30 le 10 novembre. En sachant que la commission sera le mardi 2 novembre, vu que le premier étant férié, c'est la Toussaint. Donc, ça sera le 2 novembre. Et le conseil municipal de décembre, pour qu'on puisse, parce que le conseil municipal de décembre est toujours dense, donc pour qu'on puisse passer un maximum de délibérations sur finir l'année. Donc, le conseil municipal de décembre aura lieu le 16 décembre. Et la commission des finances aura lieu le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Le conseil, toujours à 20h30. Oui, on reprend les bonnes habitudes. Là, je rappelle, et j'en profite, comme on est en plus filmé, qu'il y a un concert à Saint-Jeanne d'Arc, d'ici 3 quarts d'heure, qui est organisé donc, par le service fêtes et manifestations de la ville de Lunéville en lien avec le théâtre. Je souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et à bientôt. Merci.